Soyez les bienvenus, pauvres mortels. Ah non, attends, c'est pas du tout ma réplique habituelle, ça. Bref, parlons du Manoir Hanté, version 2023 des studios Disney. Ouverte en 1969, Haunted Mansion est sans aucun doute l'une des attractions les plus populaires des parcs à thème Disney. Ce train fantôme de luxe a enchanté des générations entières de fans. Il s'est décliné à la fois sur plusieurs continents et dans plusieurs versions, et son esthétique, ses personnages ainsi que son ambiance macabre et bon enfant ont influencé énormément d'artistes et de créateurs. J'en suis moi-même, vous vous en doutez, un très gros fan. En 2003, une première adaptation de l'attraction, signée Robert Minkoff, a vu le jour, avec Eddie Murphy, un film plastiquement pas dégueu avec le recul, plutôt proche de la tradition spooky des productions Disney du genre, mais quand même relativement crétin dans son exécution, et plutôt mal reçu par la critique comme le public. Et c'est avec surprise que 20 ans plus tard, Disney décide de remettre le couvert avec une nouvelle adaptation, supposément plus proche de l'esprit original de l'attraction, avec aux commandes le réalisateur et scénariste Justin Simmons. Pour mémoire, le réalisateur mexicain Guillermo del Toro, grand fan de l'attraction, avait initialement développé un projet d'adaptation qui n'a jamais été validé par le studio, et quand on voit la maestria visuelle de son Crimson Peak, on ne peut que regretter cet état de fait. Surtout que ce nouveau film ne va pas forcément arranger les choses. L'histoire du manoir hanté se déroule à la Nouvelle-Orléans et suit Ben Mathias, ancien physicien blasé et arnaqueur, reconverti dans la chasse aux fantômes depuis la mort de son épouse, passionné de paranormal. Suite à l'emménagement de Gabby et de son fils Travis dans une étrange maison hantée, Ben se voit confier l'étude des esprits cohabitant entre ses murs. D'abord sceptique, le chercheur doit se rendre à l'évidence. Le manoir est le réceptacle d'une présence maléfique extrêmement puissante. Ébranlé dans ses certitudes, Ben va mener l'enquête, secondé dans ses recherches par un prêtre lunaire, une médium haute en couleurs, un vieux professeur aussi enthousiaste que survolté, et Madame Léota, le fantôme d'une voyante, prisonnière du manoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble nécessaire et intéressant de vous faire un petit récapitulatif de l'historique de cette fabuleuse attraction. Et pour ce faire, je me suis octroyé les services d'une revenante spécialiste de la question, gestionnaire de l'excellent site Phantom Manor Legends, Galad Spectre. Explication. Welcome, foolish mortals. Et merci à toi, camarade Hunter, de m'avoir invoqué. Walt Disney a toujours eu la volonté d'intégrer une attraction de type maison hantée dans son parc, parce qu'il savait que beaucoup de gens, petits et grands, aiment se faire peur. La conception du manoir hanté a pris plus de 15 ans et le projet a beaucoup évolué au fil du temps. Au départ, ce devait être un parcours à pied. Le parc Disneyland en Californie a ouvert en 1955 sans l'attraction, parce que son contenu, son apparence et son emplacement n'étaient pas encore définis. La solution fut partiellement trouvée en 1961 avec la nouvelle zone de New Orleans Square. Sa façade, représentant une demeure de style colonial, est restée fermée pendant des années, déchaînant les fantasmes des visiteurs. Des rumeurs circulaient comme quoi l'attraction était si effrayante qu'elle restait fermée au public dans l'attente d'offrir une version présentable. Mais la vraie raison était que ses concepteurs n'avaient pas encore trouvé de scénario. Parmi les projets avortés, on peut citer l'histoire du capitaine Gore, un riche pirate ayant assassiné sa femme le jour de leur mariage, parce qu'elle aurait découvert son secret. Le fantôme de son épouse serait par la suite revenu le hanter. L'avancement du projet fut ralenti à cause de l'investissement de Walt Disney et de ses équipes pour la Foire internationale de New York en 1965. Cependant, cette attente fut bénéfique à l'attraction car entre-temps, des technologies se sont développées comme par exemple les audio-animatroniques et le système de transport Omnimover, utilisés dans le résultat final. Autre impact sur le développement du manoir hanté, le décès de Walt Disney en 1966. Il avait confié le projet à des artistes talentueux surnommés les Imagineers, issus de son studio d'animation, comme Mark Davis, Claude Coates, Ken Anderson, X Atencio, à qui on doit la chanson Green Green Ghost, ou encore Yal Gracie et Holly Crump, superviseurs des effets spéciaux. L'attraction mêlait ces dernières technologies de l'époque et des illusions classiques empruntées au théâtre victorien comme le Pepper's Ghost, matérialisant des fantômes grâce à un jeu de lumière et de reflets sur des vitres. Les Imagineers ont débattu pendant un moment de savoir si l'attraction devait être effrayante ou amusante, pour enfin se décider à faire un mélange des deux. De même, plutôt que de raconter une histoire, ils ont plutôt choisi de mettre l'accent sur l'ambiance et les personnages. The Haunted Mansion ouvrit finalement ses portes au public en août 1969 et fut un succès immédiat. Les autres parcs Disney dans le monde ont eux aussi leur maison hantée à leur ouverture, qu'elle soit une déclinaison quasi identique de l'original ou offrant sa propre histoire, comme notre Phantom Manor à Disneyland Paris. C'est l'une des attractions préférées des fans Disney et elle rassemble une communauté fidèle depuis plusieurs décennies. En premier lieu, qualité et défaut du film à part, le manoir hanté a tout d'un énorme suicide commercial. En effet, le film sort au beau milieu du mois de juillet, en salle et en plein été,
une semaine après les sorties événements de Barbie et d'Oppenheimer, alors qu'il aurait été plus pertinent de sortir un film pareil pour Halloween ou en automne. Et si on y ajoute une campagne de promotion relativement tardive, tout ça donne l'impression que Disney ne croit pas des masses en son projet, ce que dément pourtant son budget astronomique de 157 millions de dollars. 157 millions, c'est le budget d'un gros Marvel de base en somme, alors qu'à une époque où le box-office est ultra frileux, même sur les grosses productions, je vois décemment pas comment est-ce qu'il comptait s'en sortir avec ça. Scénariste et réalisateur d'origine afro-américaine, Justin Simmons possède déjà à son actif des productions aussi intéressantes que personnelles, dont la comédie satirique Dear White People et le film d'horreur Hair, au pitch très original, mais que je n'ai encore pas eu l'occasion de voir. Donc je vous laisse le soin de me faire part de votre avis dans la section commentaires si vous l'avez vu. Un auteur donc qui a pris pour parti d'intégrer l'histoire du manoir hanté dans un contexte culturel très précis, celui de la Nouvelle-Orléans, où ésotérisme et esprit festif vont de pair, deux composantes essentielles à l'attraction de Disney. D'ailleurs, à ce titre, l'introduction du film, sur fond de cortège funèbre enjoué, fait office d'excellente mise en bouche, tout en étant positivement singulier pour une production de ce genre. Le film s'achevant par une scène de fête où les vivants et les morts célèbrent la vie ensemble, le film aborde la mort comme une sorte d'amusement, ce qui est également très proche de l'esprit de l'attraction originale. Ce souci d'authenticité, le réalisateur l'intègre aussi et avant tout à l'aspect plastique de son film, entièrement conçu dans des décors en dur et avec le plus d'effets pratiques possible directement filmés sur le plateau, afin de figurer les divers fantômes qui hantent le manoir. Probablement un des meilleurs aspects de cette nouvelle adaptation, et si on n'échappe forcément pas à l'usage d'images numériques, force est de constater que la plupart des apparitions du film sont toutes du plus bel effet. D'ailleurs, le film ne compte pas un, mais bel et bien deux manoirs, le second étant l'itération de l'attraction telle qu'elle apparaît dans les parcs d'Orlando, en Floride. Même si les fans les plus attentifs, qui se feront sans doute plaisir grâce à toute la myriade de clins d'œil contenus dans les un peu plus de 2 heures de film, regretteront sans doute que la plupart des esprits emblématiques se contentent de trop brèves apparitions. Ainsi, le trio d'autostoppeurs, ou Victor Geist, le joueur d'orgue, n'apparaissent qu'au détour d'une scène joliment lugubre dans un cimetière. Pour ce qui est des autres esprits emblématiques de l'attraction et qui revêtent une certaine importance dans le film, tiens, Galad, dis-nous-en un peu plus. Dans le film, l'ancien propriétaire du manoir est Master Gracie. On pourrait considérer que c'est aussi le cas dans l'attraction originale, même s'il n'y a rien d'officiel. En fait, les seules apparitions officielles de Master Gracie sont une tombe dans la file d'attente, et fans comme cast members lui ont aussi attribué un portrait représentant un jeune homme qui vieillit au fur et à mesure au point de devenir squelettique. On lui attribue également une backstory impliquant un amour tragique qui aurait causé sa perte. Il tient son nom de l'Imaginarial Gracie, en charge des effets spéciaux. La mariée. Alors il y a toujours eu une mariée dans l'attraction, dans la scène du grenier, mais elle ne s'appelle Constance Hatchaway que depuis 2006, quand les Imagineers ont décidé de lui donner une nouvelle apparence et une vraie backstory, ayant fait d'elle une veuve noire qui a assassiné ses 5 maris avec une hache pour s'enrichir. S'il y a un fantôme qui apparaît beaucoup dans le film, c'est le capitaine. Alors s'il est dans le film justement, c'est parce que le réalisateur Justin Simmons a dit que c'était son fantôme préféré. Il n'est pas très présent dans l'attraction, mais en Floride, il a eu également une tombe au nom de Capitaine Culpeper Klein et un portrait dans la galerie. Il semblerait que le capitaine soit un reste de l'histoire du pirate Capitaine Gore qui était prévu initialement pour l'attraction. S'il y a bien un personnage iconique dans l'attraction, c'est Madame Leota. Cette tête dans une boule de cristal est une voyante qui invoque les esprits et nous permet ainsi à nos spectateurs de les voir se matérialiser. Madame Leota tient son nom de l'Imagineers Leota Tomb, à qui elle a prêté son visage. Mais la voix du personnage dans l'attraction est faite par l'actrice Eleanor Audley, à qui on doit la voix en version originale de Maléfique et de Lady Tremaine dans les films Disney. Et enfin, le Hatbox Ghost. Alors lui, il a une histoire absolument incroyable. Il était présent à l'ouverture de l'attraction, dans les années 60, et il a disparu au bout de quelques jours, voire quelques semaines, et on a totalement oublié son existence, parce que l'effet ne fonctionnait pas. L'effet d'avoir sa tête qui disparaît de ses épaules et réapparaît dans la boîte à chapeau ne fonctionnait pas. Avec la démocratisation d'Internet dans les années 2000, des gens qui l'ont vu à l'ouverture en ont parlé, et d'autres pensaient que c'était simplement une légende urbaine, jusqu'à ce que des photos d'époque surgissent sur Internet et ne prouvent que ce soit vrai. Et puis les Imagineers ont décidé de le réintroduire dans l'attraction, après avoir trouvé avec les technologies actuelles une façon de faire fonctionner l'effet, et il a vraiment déchaîné les passions pendant tout ce temps-là, c'est-à-dire qu'il avait ses fans à la période où il était encore absent dans l'attraction, et aujourd'hui c'est devenu une figure iconique de The Haunted Mansion. Et s'ils ont décidé de l'appeler Alistair Crump dans le film, c'est certainement à cause de l'Imagineer Rolly Crump, en hommage, qui est décédé un peu plus tôt cette année.
Ce fameux Hatbox Ghost est par ailleurs le principal antagoniste du film, entièrement doublé par le comédien Jared Leto. Et si on ne le sait pas, ce serait absolument impossible à savoir, tant sa voix a été modifiée et trafiquée, ce qui ne le rend pas moins très plaisant à voir à l'écran et potentiellement très traumatisant pour le jeune public. Et tant qu'à parler des acteurs, s'il est évident que tout le monde ici prend un immense plaisir à se trouver sur les plateaux, il n'en reste pas moins que ça cabotine tout azimut, au point où ça en devient épuisant. Bien sûr, au vu de l'esprit de l'attraction, il était nécessaire que l'humour fasse partie intégrante du film, mais au point de pousser le curseur aussi loin dans la gênance, avec des blagues à rallonge sur des quiproquos qui ralentissent l'intrigue, en mode humour Marvel, on dirait que tout a été fait pour faire décrocher le spectateur toutes les 10 minutes, en rallongeant artificiellement la durée d'une intrigue qui pédale déjà pas mal dans la smoule. Et j'adore Danny DeVito du fond de mon ami mortel, mais là il est tellement en roue libre qu'il pourrait faire pâlir de jalousie un pneu crevé lancé à 100 km/h. Et c'est vraiment dommage, parce qu'entre deux tirades insupportables, certains personnages, comme la médium jouée par Tiffany Haddish, qui m'évoque beaucoup Whoopi Goldberg dans Ghost par ailleurs, sont capables de délivrer de très beaux moments d'émotion. Notamment au cours d'un très beau monologue portant sur la vie après la mort et l'acceptation du deuil, ce qui est par ailleurs le fond même de cette histoire. Quant à Jamie Lee Curtis dans le rôle de Madame Leota, le réalisateur a été assez inspiré pour ne pas la laisser cantonner à l'intérieur de sa boule de cristal, et c'est tant mieux parce que comme d'habitude, et malgré son peu de temps d'écran, l'actrice est royale de classe. Pour la petite anecdote rigolote, le comédien Owen Wilson, qui incarne le père Kent dans le film, avait déjà joué dans un film de maison hantée en 1999, le fameux Hantise de Yann de Bont, dans lequel il finit décapité sous une cheminée. Ça ne sert strictement à rien de le savoir, mais personnellement ça m'amuse beaucoup et je m'attendais presque à ce qu'il y ait un petit clin d'œil méta dans le film, mais en fait il n'est jamais venu. Et pour finir sur le cast, dans la catégorie du caméo mal amené et incompréhensible, on tape un facile 11 sur 10 sur l'échelle de Winona Ryder, qui m'inquiéterait presque sur ce qu'elle s'apprête à faire dans Beetlejuice 2. Pareil, je suis complètement dingue de cette actrice, mais je ne comprends strictement pas ce qu'elle vient foutre là. Et si encore on n'avait affaire qu'à un degré d'écriture un petit peu enfantin, mais non, le scénario en lui-même ne tient plus la route à partir du troisième acte, sachant que tout ce qui a été amorcé dans les deux premiers, notamment ce qui concerne le personnage de Travis, est prévisible à des kilomètres. En outre, la fin du film vient complètement désavouer ce qui justifiait son intrigue, rendant absolument inutile le parcours des personnages jusque-là, ne faisant des fantômes que de banals prétextes à régler leurs problèmes existentiels. Salut, on est venu vous libérer du méchant fantôme qui vous retient prisonnier à l'intérieur du manoir. Ben merci beaucoup, c'est sympa, mais en fait on préfère rester. Sérieusement. En même temps, d'un côté, le scénario de l'attraction a toujours été un petit peu secondaire et pas toujours très logique, et de l'autre, avec Katie Dippold au scénario, déjà responsable du script de la version 2016 de Ghostbusters, on aurait dû s'attendre à ce que le potentiel des fantômes soit gâché. Le pire dans l'histoire, c'est qu'en dépit de ses défauts, et si j'ai du mal à voir comment ça pourrait marcher, j'ai pas envie que le film se plante. De la part de Disney, sortir un film d'épouvante, même familial, avec un budget aussi conséquent et directement en salle, sans passer par sa chaîne de streaming, ça tient soit du pari fou, de la naïveté totale, ou d'un superbe élan de courage, voire des trois à la fois. Et même si je regrette vraiment qu'on n'ait pas droit à un film sur le manoir hanté en mode comédie gothique d'époque, la direction artistique reste super chiadée, et je vous encouragerais pour ainsi dire à lui laisser sa chance malgré tout. Pour ce qui est des frissons et de l'humour, Haunted Mansion est plutôt déséquilibré, mais je peux pas lui reprocher de manquer de cœur ou de bonnes intentions. Mon avis sur le film, il rejoint un petit peu le tien, sauf qu'il sera un peu plus positif, parce que je le vois à travers des yeux de fan. Voilà, moi en tant que fan, c'est un film qui m'a beaucoup plu, parce que tu sens aussi que le réalisateur est un fan lui-même, il a disséminé énormément de clins d'œil à l'attraction, et c'est presque un jeu de tous les chercher pendant le visionnage. Je le trouve meilleur que celui de 2003 par Rob Minkoff avec Eddie Murphy. Visuellement, je l'ai trouvé très très beau avec les décors physiques. Enfin, tu sens qu'il est là, t'as vraiment l'impression de te promener dans l'attraction parfois. C'était aussi plaisant d'avoir les fantômes qui sont des acteurs avec du maquillage. Ce qu'ils ont fait avec le Hatbox Ghost est super, il est vraiment magnifique, il a vraiment l'aura charismatique d'un vrai méchant et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans un Disney. Le casting, je l'ai trouvé plutôt bon, surtout Lakeith Stanfield qui a une présence incroyable. Et c'était une excellente idée selon moi de caster Jamie Lee Curtis en Madame Leota parce que c'est une icône du cinéma d'horreur. Mais c'est dommage qu'on la voit pas assez. Je suis d'accord avec toi au sujet des caméos de Dan Levy et Winona Ryder qui servent pas à grand chose, qu'on voit pas beaucoup. C'est un peu du gâchis pour ces acteurs, dommage. Parmi ces points négatifs aussi, c'est vrai que l'humour est très subjectif, ça fera pas rire tout le monde, et que les blagues sur Amazon ou PayPal vont dater le film alors qu'il avait le gros potentiel d'avoir un charme vraiment intemporel. Et ce qui m'a le plus dérangé, c'est que les backstories de Edward Gracie et Alistair Crump sont très vite racontés, sont très vite expédiés, alors que j'aurais trouvé ça plus intéressant
que les personnages découvrent des éléments de ces histoires au fur et à mesure, donc mettent les pièces du puzzle en face grâce à leurs compétences et leurs talents. C'est vrai que c'est un film qui a beaucoup de bonne volonté, qui est très généreux, même s'il souffre de sa sortie actuelle avec la crise hollywoodienne. Voilà, j'espère qu'il trouvera son public plus tard et que ça deviendra un classique d'Halloween. Et voilà, chers fantômes et pauvres mortels, pour cette modeste chronique concernant le manoir hanté des studios Disney version 2023, j'espère que ça vous a plu. Je remercie encore Galad Spectre de nous avoir éclairé de ses ténébreuses lumières, et je vous encourage dès maintenant à aller vous abonner à Phantom Manor Legends pour toujours plus d'informations concernant la maison hantée et ses dérivés. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous avez pensé de cette version du manoir hanté dans la section commentaires de la vidéo, et n'oubliez surtout pas de vous abonner à nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour du fantastique au quotidien. D'ici là, si jamais on vous propose d'emménager dans une grande et superbe bâtisse hantée remplie à ras-bord de fantômes et que vous vous sentez un petit peu intimidé, n'oubliez pas, la mort, quelque part, c'est une drôle de façon de vivre. When the cryptos creak and the tombstones quake, spooks come out for a screaming way. Happy haunts materialize. And begin to vocalize. Grim grinning ghosts come out to socialize.